sans, sans une réactivité, enfin dans un contexte, même s'ils ne sont pas d'accord, de cordialité, du coup, on évoque donc, là, l'idée, c'est d'évoquer le plus de solutions possibles derrière, parce que des fois, ils nous demandent, mais où on va avec la médiation? Et donc, ce qui veut dire ne pas s'accrocher à l'unique solution qu'ils veulent absolument défendre dans un esprit initial plus contentieux, et d'écouter l'autre, euh, voire d'envisager euh, un moment sa solution, même si quelque part il y a des montées émotionnelles qu'on pourrait appeler la réactivité, au fait d'envisager autre chose que ce qui paraît la solution unique. Donc voilà, là est la réactivité émotionnelle, et quelque part, voilà, moi j'annonce assez souvent qu'il va y avoir des émotions, que ça fait partie du processus, que ça peut même être une source voilà, de créativité. Alors j'essaye effectivement d'avoir toujours de renforcer positivement, y compris les points qui grattent un peu dans la médiation, et que c'est juste merveilleux d'un point de vue humain d'accueillir un échange où on va être parfois un peu gratté, et que derrière le fait qu'on est gratté, il y a peut-être des solutions auxquelles on n'avait pas pensé. Donc on exploite, en fait, on exploite l'émotion. Enfin, c'est une manière d'exploiter l'émotion. Alors si on revient sur les tops, est-ce que vous auriez des exemples des outils qui en font partie? Voilà. Alors, on avait peut-être, voilà, on avait évoqué un tout très court et historique. Et puis bien sûr, donc j'ai évoqué deux outils. Donc on a évoqué la respiration et l'imagerie mentale. Là, on est dans des méthodes, et vous allez voir avec la filiation, vraiment les tops viennent du sport de haut niveau et de l'armée. Donc le docteur Edith Perrault-Pierre a fondé cette méthode de façon très pragmatique et opérationnelle il y a 35 ans. Donc voilà, dans le service des sports des armées initialement. Et donc, il faut voir que ce sont des méthodes très opérationnelles. On va dire que le sport, comme l'action des armées de protection, voire d'intervention, on essaye d'optimiser, c'est le nom technique d'optimisation du potentiel. On a des ressources, on a des objectifs, et puis on a des imprévus. Il y a un grand mot en top, et vous verrez que ça résonne aussi avec la posture du médiateur. Si un médiateur s'attend à ce que tout soit prévu, il y a un problème. Clairement, la médiation, c'est quasiment un terrain offert à l'imprévu. Voilà, quelque part, on le favorise aussi. Et c'est les compétitions sportives, l'entraînement sportif, voire le terrain à l'origine militaire, est aussi plein d'imprévus, plein de demandes de capacité d'adaptation. Il ne s'agit pas, voilà, d'une sanctification de l'effort ou de la violence pour la violence ou de l'effort pour l'effort. Il s'agit aussi d'efforts de paix, voilà, pour nos armées, d'efforts aussi de succès tout en respectant le corps et l'esprit de l'athlète. Et donc, vraiment, donc les tops, il y a une notion, donc cette préparation mentale du sportif, on va peut-être prendre cet exemple, est très importante, et les tops sont vraiment dans la filiation des préparations mentales du sportif, qui sont des préparations physiques et psychiques, vraiment intégratives, c'est très intéressant. Et donc l'imagerie mentale, c'est nous, on aime mieux l'appeler en top, les représentations multisensorielles. C'est que, en fait, quand on vit une situation ou quand on anticipe une situation, y compris dans une médiation, donc ça rejoint tout à fait la posture du médiateur, et là où on est dans une posture ouverte, vous savez, les questions ouvertes, c'est une grande affaire de la médiation. On s'entraîne à l'IFOMEN dès tout petit à pas faire des questions ouvertes et à faire des questions fermées, mais en fait, c'est une posture aussi. C'est vraiment une posture ouverte pour favoriser voilà, des évolutions
voilà, des échanges, là, un dialogue. Et du coup, il y a les représentations multisensorielles. C'est que, par exemple, si on évoque une image apaisante, et ben ça va être, par exemple, ça peut être une plage, hein. Voilà, après on voit une médiation, on se dit je suis crevé, je sors de ma consultation, et là je dois enchaîner une médiation. On évoque la plage, mais on n'évoque pas que le visuel de la plage. C'est ça ce qui est un peu piégeant dans le mot imagerie mentale. En fait, on évoque la plage de façon avec tous les sens. C'est comme un film où on revit les sensations, le vent, les odeurs de la mer ou voilà, ou des gaufres qui étaient derrière nous. On revit vraiment une situation réelle, on la réactive dans le moment présent, on revoit ses appuis, on revoit comment étaient les gens autour de nous, les gens qu'on aime par exemple. Et puis, on a aussi l'imagerie dynamisante, à côté de l'imagerie apaisante, dynamisante, c'est-à-dire par exemple, là on a besoin de se réveiller, là je suis crevé après ma consultation, j'ai le webinar de l'IFOMEN et donc dans mon temps de préparation, il faut que je m'active parce que je suis en dessous de la zone adaptée au webinar, je risque de ne pas être vraiment assez vigilant. Et là, je vais plutôt me rappeler un souvenir de rafting dans la montagne, par exemple, voilà, dans le sud, voilà, vers la vallée des merveilles, par exemple, c'est trop extraordinaire. Et là, waouh, ça me donne plein d'énergie et je réactive mon rafting avec l'eau dans mon visage, etc. Là, j'y suis, hein, franchement. Et vous voyez, donc là, c'est l'imagerie multisensorielle. Et on entraîne les gens à la fois à respirer pour s'apaiser, à la fois à respirer pour se dynamiser. Et pareil donc pour l'imagerie. Et vous voyez déjà un grand truc dans les tops, c'est que s'apaiser vaut autant que se dynamiser. Ça, c'est très important. La référence des tops, c'est l'action. C'est une méthode orientée action. C'est une méthode qui est orientée vers l'action au quotidien. Donc, ce qui compte, c'est l'énergie appropriée à l'action. Si on n'en a pas assez, ben on se dynamise. Si on en a trop, on se calme, parce que si je ne je laisse pas Chimène poser ses questions, ça va pas le faire. Voilà, on a convenu de le faire et je voudrais pas qu'elle soit fâchée contre moi. Et donc, je vais m'apaiser s'il y a besoin. Un autre pilier des tops, c'est le dialogue interne. Alors ça, c'est quelque chose de délicat, souvent sous-utilisé, mais il est très intéressant parfois et très opérationnel. Donc c'est des méthodes très courtes, hein. On s'entraîne voilà, sans outils matériels au top. On a tout sur soi. Voilà. Et le dialogue interne, c'est le fait de se parler en articulant à haute voix. Alors voilà, on le fait dans des conditions qui sont acceptables, on peut se retirer, mais ça peut permettre de se remobiliser, vous verrez, de vous dire, bah là, il faut que je me tienne bien, j'ai une posture. Vous voyez, vous m'avez entendu dire beaucoup le mot posture. Pareil à l'IFOMEN, posture du médiateur, en top, on parle tout le temps de posture. C'est très très important que le médiateur soit centré sur son intention qu'il pratique les tops ou qu'il pratique voilà, la médiation. Et donc cette posture, on l'a vraiment, on la travaille et on peut aussi se parler à soi-même de façon articulée ou légèrement articulée pour mobiliser l'énergie. Donc ça, on pourra s'entraîner un jour, hein, peut-être à un atelier. Et le quatrième pilier des tops en termes de technique, c'est la relaxation que vous connaissez. Et les tops sont très très intégratifs des autres méthodes. Les tops ont un langage assez neutre pour pouvoir accueillir aussi tous les entraînements des gens, c'est-à-dire ils ont fait du yoga, ils ont fait de la méditation, ils ont fait... et donc on essaye vraiment de mobiliser chez eux tout ce qui peut, même du sport du coup. Dans le sport, ben, on respire, on s'active. Et donc le quatrième pilier, c'est la relaxation. Il y a plusieurs types de relaxation. Ce qu'il faut surtout savoir, c'est quand ne pas faire de relaxation. Clairement, dans le sport, si on fait une relaxation trop profonde, moins de 2 heures avant une compétition, bah, c'est sûr qu'on va perdre. Donc voilà, donc c'est dans l'action engagée ou les pompiers qui font beaucoup de top, bah, il ne faut pas qu'ils fassent une relaxation avant d'aller éteindre un feu. Ils peuvent se détendre légèrement, s'activer au bon moment,
mais c'est très important qu'ils aient vraiment une intensité de mobilisation. On va dire le système sympathique là est en action et on est dans l'équilibre. L'apaisement, c'est plutôt parasympathique et l'activation, c'est plutôt sympathique. Si, Donc, si on oui. revient, pardon, je vous interromps. Si on revient du coup à ce que vous évoquiez tout à l'heure, à savoir l'éducation minimale, enfin, éducation émotionnelle minimale des médias, est-ce là ce que je comprends et euh, c'est qu'il y a une palette d'outils dans les tops qui vont être mobilisables aussi pour les médias, même si on va pas être forcément dans une relaxation profonde en plein milieu d'une médiation. Alors, on va dire, je vais être quand même assez pur, euh, et par rapport à la médiation, on va dire que les médias, ils arrivent quand même en médiation un peu comme ils sont. On le sait, donc pour le médiateur, et donc on va mobiliser de façon très douce, bah, par exemple la respiration pour qu'ils s'apaisent, voir qu'est-ce qu'on leur demande aussi quelles ressources ils ont eux-mêmes pour s'apaiser si on les voit déborder, si on pense qu'ils ont un risque de, voilà, s'ils débordent du cadre. Mais voilà, on va dire que là, on est peut-être sur un sujet au-delà, plus pour le médiateur, euh, qui est vraiment aussi qu'il soit conscient de ses émotions. On va dire, voilà, j'avais fait une intervention à l'École nationale de la magistrature l'année dernière, voilà, organisée par notre ami Laurent Drujon, qui disait, ben, les émotions du juge peuvent-elles influencer sa décision? Je dirais, est-ce que les émotions du médiateur peuvent influencer sa conduite de la médiation? Évidemment, bien sûr. Et influencer les piliers aussi de la médiation. Alors, moi, je vais vous donner un moyen mnémotechnique, premier petit cadeau, qui est le pique-nique. Pique-nique, donc voilà, c'est une façon d'unir top et médiation. Pour moi, P, c'est posture. I, c'est par exemple impartialité. Le premier C, c'est confidentialité. N pour neutralité. I pour indépendance. Et C pour confiance. Alors, je ne vous cache pas que j'ai fait tout mon DU avec un autre moyen mnémotechnique où il manquait PC. Et j'avoue avoir fait tout mon IFOMEN avec le moyen mnémotechnique INIC. Donc, c'est mieux pique-nique. Et voilà, c'est pour ça qu'un enseignement est vraiment utile. En tout cas, je pense que tous ces éléments sont importants. Euh, Parce que la neutralité est bien sûr influencée par les émotions. Pour le médiateur, on va dire comme pour le juge, hein, parce que l'ENM, voilà, est aussi très intéressé par ce sujet. Et la juge qui était avec moi, a reconnu que parfois, ben, on a besoin d'actions correctrices. C'est-à-dire, là, on est dans des biais cognitivo-émotionnels. Voilà, est-ce que j'ouvre un peu ce chapitre? Avec plaisir, si. Donc, il est clair que voilà, on va dire quand des médiés, on va revenir dans le contexte de la médiation, les médiés, nous, on veut être neutres et impartiaux. Mais il se trouve que les médiés, ben, ils ont une tête, ils ont parfois même une odeur, il faut être clair. C'est très très fin, hein, la communication humaine n'est pas faite que de mots. Ils ont des attitudes, des fois ils nous coupent la parole, voyez. Et alors là, avec notre autorité de médiateur, ben, et donc c'est très important de voir aussi comment, même de faire au cours d'une ou deux respirations, mais comment est ma météo? Moi, je fais ma météo top. C'est-à-dire, je me dis, mais comment j'évolue? Je sais comment je rentre, comment je suis 2 heures avant la médiation. Je fais ma météo, je sais comment je suis juste avant la médiation, et là j'ajuste, est-ce qu'il faut que je m'active, est-ce qu'il faut que je m'apaise? Et après, pendant le processus de la médiation, notamment pendant les silences qui sont indispensables en médiation, comme vous le savez. Moi, c'est mon plus grand chemin, les silences. Et là, rien n'empêche de faire sa météo, physique et psychique. On peut avoir une douleur qui va aussi jouer sur nos émotions. Alors, on va peut-être un peu bouger,
On peut avoir aussi, on voit monter délicatement en nous une certaine antipathie vis-à-vis d'une des parties. Et là, c'est très important de voir très rapidement si on n'est pas en train de favoriser dans un sens ou dans une autre les reformulations. Voilà, tout ça peut jouer. Et là, c'est vraiment l'obligation de moyens. Moi, vraiment, je suis, voilà, j'essaye. Alors, on va pas se battre la coulpe, on va parfois chuter. On a aussi des supervisions de médiation qui sont extra importantes, dont organisées par l'IFOMEN. On a des ateliers divers. C'est pour ça qu'on ne peut pas rester dans la nature ou dans nos associations de médiateurs. Il faut absolument faire des intervisions ou des supervisions parce que, voilà, c'est pareil, c'est pas la peine de se trimballer une culpabilité pendant X temps, voire de ne plus vouloir faire de médiation en disant bah, chaque fois que je rencontre tel type de situation, soit on décide en conscience, par exemple, de ne pas prendre certaines situations qui sont trop stimulantes pour nous au stade où on en est de la médiation. Mais soit on décide, effectivement, comme aujourd'hui, moi et Chimène, de faire une co-médiation de webinar, qui est un outil merveilleux pour pouvoir se renvoyer un peu la balle. Et pareil, quand on est en co-médiation, bah, quand l'autre part, on peut aussi revenir à soi, s'apaiser s'il y a besoin, voilà, prendre conscience qu'on est peut-être en train de rompre un des piliers de la médiation et d'avoir une action correctrice. Le problème, c'est surtout d'en être conscient, parce qu'on est des êtres humains, on est soumis à des biais cognitifs et émotionnels sans arrêt, et du coup, bon, il y a clairement le gros truc, c'est il y a des gens qui nous reviennent pas, leur voix ne nous revient pas. Le conflit, ça nous rappelle un truc vaguement qu'on a nous-mêmes vécu, et du coup, on n'est plus dans la neutralité. Enfin, il y a plein de raisons. C'est impossible qu'on ne n'identifie pas des biais dans une médiation à un moment. Vous auriez un exemple de biais qui peuvent... Ouais, par exemple, dans une médiation collective, je me rappelle, ben, à un moment, euh, il y avait une espèce d'état de grâce, et ça me vient. Je crois que j'en avais parlé avec Éric Bassot, parce que j'avais besoin d'échanger avec un cher camarade qui doit être là. Et c'était une médiation dans une équipe médicale, là c'était des pneumologues. Et le patron devait prévoyer sa retraite 4 ans avant. Et en fait, c'était à la fois quelqu'un de très généreux, de très ouvert, mais en même temps de très tenant tout serré, serré. Et à un moment, le dialogue quand même s'engage, les gens commencent à dire des choses, y compris des choses qui lui plaisent pas, et je vois qu'il se crispe un peu. Et puis à un moment, euh, voilà, et à un moment, il se met à pleurer. Donc voilà, ça reste très confidentiel. C'était juste magnifique. Et j'ai vu un chef de service qui a une belle intention, qui n'a pas forcément les moyens habiles de son attention, mais il a l'énergie de faire une médiation, d'organiser une médiation qui était presque une médiation de projet avant que ça soit au tout début des tensions. Et il se met à pleurer, mais sincèrement. Et là, j'avoue que j'ai un peu fondu à l'intérieur de moi. Tout d'un coup, j'ai eu un élan de sympathie pour lui. Voilà, on va dire, je suis aussi chef de service, donc je me suis dit, mais ce gars-là, il est plus, voilà, il est plus prêt à se révéler que moi, il est beaucoup encore plus vieux, mais il est plus prêt à se révéler. Et là, clairement, j'ai respiré, je me suis activé. Bah, j'ai pas, en fait, oui, je peux avoir de la sympathie, mais c'est important que je sois conscient, parce qu'autrement, la suite de ma médiation était plombée, et il fallait quand même reprendre les sujets qui fâchent, qui dérangent, euh, les contradictions du chef de service qui allait à la fois voulait par exemple, son successeur exprime ses points de vue, mais d'une autre façon l'empêchait d'exprimer ses points de vue. Et donc,
Bon, après, à ma fusion émotionnelle avec lui, absolument que je me reprenne et que je me réactive et que je donne la parole, bing, à une personne qui a quand même un esprit, qui a des choses critiques à dire, et que je le savais des entretiens individuels, que tout le monde puisse vraiment s'exprimer, tout en accueillant bien sûr ses émotions de façon appropriée. euh, voilà, et dans la bienveillance, ce qui a été le cas aussi de toute l'équipe. Euh, et lui-même, bon, a repris la dynamique de la, de la médiation. C'était pas une manipulation pour scotcher tout le monde. Il était vraiment juste ému, quoi. Et voilà, c'est un exemple touchant. Voilà, ça m'est venu. Merci. Lors de notre échange préalable, Yann, vous aviez évoqué des signaux qui ne trompent pas sur les biais. Chez les médias, je crois, il faut toujours, jamais. Ouais. Est-ce que vous pourriez nous réexpliquer ça? Oui, alors on va dire, c'est les petites cloches. On va dire que notre expérience, et puis bon, voilà, l'expérience des médiateurs expérimentés nous montre qu'il y a quand même des cloches qui évoquent que le dialogue est soit en train de se fermer, soit en train de se bloquer. Et voilà, on va dire qu'il y a le fameux tu qui tue, voilà, qui tue le dialogue, hein. C'est vrai que bah, le je est quand même un signe très rassurant, mais le tu, voilà, et le tu qui critique l'autre est vraiment pas une bonne façon de favoriser le dialogue. Donc, c'est vrai que dans les reformulations, on peut aussi encourager des reformulations du point de vue de la personne qui exprime. Mais quel est votre point de vue à vous? Voilà, c'est pas non plus que tu devrais faire ça. Alors, c'est vrai que c'est souvent tu dois ou il faut que tu. Voilà, c'est vraiment les jeux, les doigts, il faut, euh, c'est indispensable, toujours, jamais. Euh, c'est pas des encouragements au dialogue, quoi. Quelque part, le dialogue, bah, comme vous le savez, on l'enseigne et puis après vous l'expérimentez. C'est un art de la nuance, c'est un art de l'ouverture. Donc en fait, voilà, il n'y a jamais de jamais, il n'y a jamais de toujours, quoi. Enfin, voilà, il y a jamais de toujours. C'est-à-dire, quelque part, bah, c'est l'exception qui est l'exception qu'on n'a pas vue, c'est l'ouverture, même émotionnelle, voilà, par exemple, entre des médiés, ça c'est quand même un grand classique de la médiation de conflits de succession, un frère et une sœur qui ne se parlent pas depuis 10 ans, et puis il suffit que le médiateur les réunisse au tribunal, et tout d'un coup, miracle, ben, ils se voient et ils s'aperçoivent, vous voyez, on les voit prendre voilà, une prise de conscience. Ben, on s'aperçoit que mettre les humains face à face, ben, quelque part, les rendre plus flexibles, moins rigides, etc. Et on arrive des fois à des solutions amiables, de solutions comme de situations qui peuvent être bloquées, enfin, y compris dans les conflits. Voilà, entre médecins, des conflits, mais voilà, moi je connais des conflits dans des services, qui ont entraîné plusieurs générations de chefs de service, et puis il y a son successeur qui reprend le conflit, et puis après il y a celui qui est derrière, et, et du coup, des fois ils se parlent plus, etc. Et c'est vraiment ouais, ces ouvertures qui sont intéressantes à regarder. Et c'est là où, par exemple, l'art du silence est une chose extraordinaire. C'est vrai que surtout le médiateur, savoir se taire quand il y a, voilà, qu'entre les deux, la troisième génération de chefs de service, tout d'un coup se met à se parler, rien que le fait que, voilà, vous le savez, que le langage soit fluide, on accompagne. Et il n'est pas obligé on n'est pas obligé d'intervenir. Et là, on peut ressentir, justement, comme médiateur, j'ai une impulsion d'intervenir. À moi tout le temps. C'est mon style. Et là, j'accueille mon impulsion
et je vais dire, et je la transforme en, si c'est d'un point de vue cognitif, j'ai une impulsion de me taire. C'est- c'est- et de laisser se faire les choses. Peut-être qu'il faudra une séance plénière de plus, et alors? Vous voyez, très attention, très vigilant aussi sur, ouais, ouais, la médiation, c'est obligation de moyens, mais j'aimerais bien quand même marquer sur la fiche qu'ils se sont mis d'accord. Mais en fait, non, quoi. Des fois, il faut mieux les laisser communiquer et dire peut-être, seriez-vous d'accord qu'on refasse une séance et on voit une dynamique qui va peut-être probablement mûrir entre. Le temps en médiation, c'est aussi un très très beau sujet. Il y avait eu un mémoire là dans ma promotion sur le sujet. Je ne sais pas si Laurence est là, mais ouais, c'est un art très fin la médiation. Faut être clair et avoir que le médiateur est un outil affiné de prise en charge émotionnelle pour lui, auquel il s'entraîne, pour moi, c'est vraiment ce à quoi j'aimerais encourager les étudiants. Alors, il y a des gens qui ont ça naturellement, hein, mais clairement, je pense que c'est un message qu'on a envie de faire passer. Alors, on va bientôt, commencer à répondre à vos différentes, questions et à ce propos, je vous encourage à les poster, dans l'onglet, Q&R, ce qui me permettra de les adresser à Yann juste après. Yann, est-ce que vous souhaitez alors déjà, on peut peut-être déjà annoncer qu'il y aura l'opportunité pour ceux qui sont intéressés, par les techniques optimisation du potentiel, pardon, et d'approfondir ce que vous venez de nous transmettre, aujourd'hui, qu'il y aura un séminaire que vous donnerez à l'IFOMEN de formation, continue donc. Mais est-ce que vous souhaitez peut-être, conclure en apporter un dernier élément avant qu'on réponde aux questions? Ben, euh, moi, je veux bien répondre aux questions. En fait, merci Chimène de de cette proposition. Je vais rester ouvert aux questions. Ça va être très bien. Alors je vais commencer, le temps que vous puissiez les poster par une question de Stéphane Ben Simon qui nous écoute et qui m'a chargée tout d'abord de vous remercier, pour vos apports à notre réflexion. Et Stéphane nous dit, «J'anime en particulier pour l'IFOMEN des groupes d'analyse de pratique des médiateurs. N'est-ce pas un moment privilégié offert aux médiateurs pour exprimer avec leurs pairs, dans une confidentialité partagée, toutes nos émotions, nos affects face aux situations difficiles, souvent douloureuses, parfois violentes, auxquelles nous sommes exposés? Comment ne pas en être impacté au-delà de l'empathie prescrite? Nos médiateurs apprennent nos médiateurs apprennent à prendre en compte le vécu, le ressenti des personnes, mais comment prendre aussi pleinement en compte ce que cela suscite chez le médiateur? Et comment l'analyse de pratique peut-elle alors avoir un rôle utile pour mieux accueillir les passions dans lesquelles nous sommes embarqués? Alors, je ne peux que être d'accord avec Stéphane, à qui je dois beaucoup quant à ma passion de la médiation, il faut être clair. C'est une grande référence pour moi. Et oui, je suis complètement d'accord avec Stéphane. Oui, les séances d'analyse de pratique sont un moment important, voilà, pour partager sur des situations, pour que celui qui conduit l'analyse de pratique puisse être vraiment empathique aussi et accueillir certains regrets, certaines difficultés. Et effectivement, c'est aussi un moment important pour tout ce qu'on a évoqué, y compris, je le dirais avec, voilà, avec un peu plus, bon, voilà, les mots des tops, et aussi y compris pour les ajustements sur les points où on a des biais systématiques. Voilà, je le fais un peu plus neuropsychologique, mais effectivement, le médiateur expérimenté comme Stéphane sait très bien, voilà, repérer voilà, ce genre de choses. Et c'est très important que justement les médiateurs voilà, travaillent dans des ateliers d'analyse de pratique avec des médiateurs comme Stéphane pour justement écouter les conseils, cette sagesse, disons, pratique des anciens,
des plus anciens que nous, des plus expérimentés que nous. Et il y a souvent à en tirer, sans se culpabiliser, une action, attention, j'ai tendance à un peu toujours faire, voilà, avoir un biais cognitif et émotionnel qui me fait toujours dériver de la même façon. Et là, pas de problème, je repère et je fais une action correctrice pour revenir dans l'impartialité, la neutralité, voilà, de la médiation. Merci. Une question de Maxime, comment faire si les médias ne connaissent rien au top? Ah ben, c'est pas grave. Les médias n'ont pas à connaître les tops. Je dirais même tous les médiateurs. Voilà, surtout, c'est avoir conscience. On va dire pour les médias, c'est dans l'entretien préparatoire, c'est avoir conscience de leur état émotionnel en disant que nous, le cadre de la médiation ne peut pas tolérer et certains dépassements, c'est-à-dire bah, conscients de leur colère, conscients de surtout la colère, il faut être clair, c'est l'émotion problème en médiation. Et, euh, et du coup, que nous, on va aussi être garant de la sécurité émotionnelle, par exemple de l'autre partie, et que voilà, qu'il n'y a rien contre la personne si on se met à, disons, protéger émotionnellement l'autre partie, on explique, moi je pense que c'est notre rôle que de protéger, d'offrir un cadre sécure émotionnel pour les deux, pour les médier, au point que si les reformulations ne suffisent pas, et s'il y a des questions de, voilà, parce que la sécurité émotionnelle, ça veut dire aussi parfois le déséquilibre et le rapport de force d'une partie sur l'autre. Ça, nous, en tant que médiateurs, on ne va pas accepter ça et qu'on peut être même amené à interrompre une séance de médiation en disant peut-être aux gens d'aller prendre un peu l'air, etc. et voir si on reprend ou si on reprend pas. En tout cas, on ne poursuit pas la médiation à tout prix si les gens ne sont pas en sécurité. Merci. Une question de Philippe, les tops en médiation n'entraînent-ils pas le médiateur vers de la technique et du contrôle au détriment de la relation et de l'authenticité? Non, 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 parce que en fait, c'est une très bonne question, merci. Parce qu'en fait, on s'y entraîne, euh, en fait, on s'y entraîne de façon tout à fait vivante et on s'y entraîne dans des situations faciles de la vie quotidienne avant de l'appliquer à des situations. Donc, en fait, c'est des techniques, on va dire, qui sont intégrées. Mais par contre, il est tout à fait vrai que si juste au moment de la médiation, on dit je vais faire des tops, bah, ça va pas le faire. Parce que ça va être artificiel, ça va pas être digéré et intégré. Et c'est pas le moment. Il faut peut-être mieux être soi-même et se dire, ah, là, je suis Redos, là, j'ai pas écouté, là, j'ai... Voilà. Et il faut mieux peut-être faire ça que, enfin, à l'intérieur de soi, que de dire, je vais appliquer la technique top si on s'y est pas entraîné et qu'on l'a pas digéré de façon que ça devienne fluide. Et autrement, ben, on va revenir aux méthodes auxquelles on s'est entraîné, la respiration dans le sport, le yoga, des trucs qu'on a intégrés. Mais surtout pas plaquer des techniques, ça tout à fait d'accord. Si ça prend ce tour-là, bah, il faut mieux s'abstenir des tops, quoi. Et d'où l'intérêt aussi de commencer dès à présent avec, en venant à votre séminaire. Par exemple, Par exemple. Y a-t-il une question de Ellie, y a-t-il des biais propres à la visio et donc en présentiel et en visio, les différences et les ressemblances? alors ouais, c'est une super intéressante question. Euh, alors, il y a là, je vais être un peu général. Dans les biais, il y a les biais. Il faut voir que le médiateur et les médiés sont sont deux sources de biais
C'est-à-dire que le médiateur, lui, quels sont ses biais par rapport à la visio? Comment il se sent par rapport à la visio? Ça peut être aussi une source de biais. Alors c'est vrai que maintenant on est super entraîné depuis la crise sanitaire, etc. Moi j'aime plutôt bien la visio, mais j'aime bien l'humain aussi. Donc, pour les médias, euh, je dirais il peut y avoir des biais dans les deux situations. Ce qui est pas mal dans la visio, euh, quand ça coupe pas la dynamique émotionnelle, hein, je vais dire ça avec beaucoup de précaution, c'est que malgré tout, ça crée une certaine distance émotionnelle. Alors souvent, on a quand même, moi en général, ce que je fais, c'est que quand je fais une plénière en visio, je fais toujours les entretiens individuels en présentiel ou vice-versa. C'est-à-dire que j'aime pas faire les deux complètement en visio. Voilà, j'aime bien en faire un des deux en présentiel, l'un ou l'autre. Donc, il y a des questions commodes. Si on peut, moi, je préfère en faire un des deux quand même que les humains, que voir les humains. En tout cas, qu'ils me voient et que je les vois. Euh, et c'est vrai qu'en présentiel, ben, on peut être parfois aussi distrait par certaines choses. En visio, on est plus focus parce que notamment, c'est pas si mal la visio pour le non-verbal des médias. Euh, voilà, je dirais que c'est important que le médiateur soit conscient toujours de ses forces et de ses faiblesses. Voilà, c'est ça. C'est sûr que si, bon, s'il est dans voilà, les problèmes techniques doivent avoir été anticipés le plus possible. C'est vrai que voilà, il faut les anticiper pour le médiateur, mais il faut aussi aider les médiés à pas avoir de problèmes techniques le jour de la médiation. Euh, voilà, donc souvent, par exemple, si c'est des médiations et qu'il y a les avocats, ben, souvent ils sont dans la même salle. Enfin, je veux dire, c'est bien qu'il n'y ait pas, c'est bien qu'il y ait pas trop de salles de médiation, quoi. Si on attend trop de salles et qu'il y en a un qui a un problème technique, voilà. Donc, je dirais, voilà, dans les tops, ça, ça apporte beaucoup le message de soyons pragmatiques, soyons opérationnels, faisons, et puis ça, c'est vraiment un truc de la médiation, soyons attentifs à tous les petits détails qui vont faire qu'il y aura plus de fluidité dans le dialogue. C'est vrai que si on passe son temps à pester contre la technique, ça va pas le faire, y compris ce soir, hein. Donc, on a beaucoup, beaucoup préparé. Alors, vous avez les remerciements et les félicitations de Pierre pour votre présentation et qui nous demande Merci. également, y a-t-il un ordre dans l'activation de ces techniques pour en assurer un optimum selon les caractères, selon les situations? Alors, désolé Pierre, en fait les techniques c'est du sur-mesure. C'est-à-dire ce qu'on dit toujours aux gens qu'on forme en top, c'est qu'ils vont avoir un sac à dos et qu'ils vont expérimenter avant de façon régulière les techniques sur eux et qui prendront les techniques qui sont utiles pour eux dans la situation qui correspond. Voilà, on va dire que, bah, par exemple, je suis en colère. Voilà, et ben, il y a plusieurs façons d'aborder les choses. Si on veut apaiser sa colère, on peut respirer en portant son attention sur l'expire. On peut générer une image apaisante de la plage ou, par exemple, voilà, de notre conjoint ou conjointe qui nous susurre un truc sympa à l'oreille. Vous voyez, il y a plusieurs façons. Ce qui en top, c'est quel objectif j'ai. Je veux réguler quelque chose pour aller vers mon objectif, par exemple, qui est de mener ma médiation au bout sans l'impacter par trop de biais, voilà, de ma part. Et du coup, j'ai plusieurs outils. On peut aussi demander un moment voilà, on fait une petite pause, hein, la médiation a été un peu longue, et là, on va faire un petit dialogue interne pour s'apaiser si on est à l'aise avec cette technique, ou on va même faire un petit peu de balade sensorielle, comme on évoquait, euh, voilà, juste dans l'entrée du palais de justice. Voilà. Et, et on entend les cailloux crisser sous nos pas, et puis on voit des belles,
des belles corniches sculptées et on est présent à ça et on revient pleinement à soi avant de rentrer dans la salle de médiation. Donc je dirais c'est du sur-mesure. Et pour déterminer ça, clairement, c'est de l'entraînement. Très bien. Alors je sais qu'on a une question dans la salle, donc Alix, si vous pouvez nous dans la salle en présentiel, on a quelqu'un en présentiel. C'est Si vous bon. pouvez ouais, bah, parfait, on vous laisse parler. Oui, bonjour Yann Mikhailov, c'est Jean-Luc Truel à l'appareil, si Bonjour j'ose dire. Jean-Luc. Je suis très content de t'avoir entendu parce qu'il y a évidemment une chose sur laquelle je suis absolument d'accord avec toi, c'est sur cette notion de l'émotion absolument essentielle dans la médiation. Je voudrais te poser une question sur, je dirais, le deuxième temps de la médiation, c'est-à-dire la construction de l'accord. Est-ce que tu as dans cette deuxième partie, une fois que les émotions ont été exprimées, un certain nombre de conseils à donner sur cette deuxième partie de monter vers l'accord? Merci beaucoup Jean-Luc pour ta question qui est évidemment très très fine. Euh, oui, là, il y a un léger, euh, disons, je crois, un léger interventionnisme naturel. La médiation et aller de l'avant dans les étapes. Et là, quand on est à la phase de l'accord, bah, on est quand même plus dans une ambiance apaisante. On ne va pas restimuler les médiés s'ils sont vraiment à la phase de l'accord. Donc, je dirais que dans ce cas-là, le médiateur quand même fait un choix. Euh, Peut-être à l'intérieur de lui, il se dit, ils n'ont pas tout dit, est-ce que ça va mettre en cause l'accord? J'ai un doute. Et puis à un moment, quand il voit les médias en train voilà, de discuter l'accord, je crois qu'il faut être clair qu'on est dans une phase où on s'apaise à l'intérieur, quoi. Je dirais là, on est vraiment dans l'apaisement. Il n'est pas question, évidemment, d'être pushy pour les accords. Là, c'est vraiment l'art des médias que de proposer des solutions et de se mettre d'accord dessus. On accompagne de façon paisible. Oui, oui, il y a toute une finesse quand on est à la phase de l'accord. Moi, je dirais, il faut pas revenir en arrière. Oui, c'est ça, on va par exemple pas leur dire, mais un truc qu'ils ont oublié de dire, qu'ils voulaient absolument dire dans l'entretien individuel. Alors qu'en plus, c'est peut-être plus du tout si important que ça pour eux. Donc merci, oui, oui, pour cette question. Oui, oui. Et merci pour C'est ta très fin réponse. cette phase de l'accord, moi je trouve. C'est très fin. Euh, c'est pas que d'avoir peur que ça rate parce qu'on va pas pouvoir cocher, ils se sont pas mis d'accord, mais c'est quand même très fin ce moment. Pourriez-vous nous rappeler les 4 piliers des tops et en particulier le dernier? Alors, donc, respiration, imagerie mentale, donc représentation multisensorielle, dialogue interne et relaxation. Donc avec relaxation, qui peuvent être des relaxations, on va dire, où de différents types. On peut, des relaxations où on est plus passif, on observe, on se détend. Et puis des relaxations parfois quand on est un peu plus tonifié, bah, on a besoin par exemple de faire des contractions avant de se décontracter. Des fois les gens n'arrivent pas à faire une relaxation en se disant purement j'apaise morceau par morceau du corps. Voilà, ça c'est par exemple avec une attention, c'est une relaxation, un type. Il y a une autre relaxation qui est proche de ce qu'on fait en pleine conscience, c'est qu'on observe l'état des différentes parties du corps sans forcément avoir une intention de modifier, et puis on laisse un peu évoluer l'attention dans cette partie. Et puis il y a vraiment ces relaxations dynamiques dont on a parfois vraiment besoin, voilà, qui est de contracter avant de détendre pour bien ressentir la détente. Alors une question de d'Éric Basso, que vous mentionniez tout à l'heure. Aïe, qu'est-ce qu'il va me dire? Comment fais-tu en collective ton terrain de prédilection? Eh ben, ouais, franchement, le collectif, j'adore, mais ça remue, quoi. On sort, ouais, je dirais, je me prépare à plein d'imprévus. Et
du coup, c'est super important que, que je sois, par exemple, dans le train avant d'arriver, que je, ouais, que je sois conscient de mon état. Disons, j'essaye vraiment d'être le plus authentique possible avec moi-même. Je suis pas Si je suis fatigué, je fais avec, mais c'est important que j'en sois conscient. Heu, Dans les collectifs, quand j'ai vu les gens en individuel, bah, je me fais un petit check, des notes et puis je me dis, «Celui-là, il m'est quand même sympathique. Celui-là, il m'est quand même antipathique. Celui-là, je l'ai pas fixé» et donc j'essaye de me voir un petit peu le type de relationnel biaisé que je pourrais avoir, soit avec les personnes, soit avec les sujets. Et ouais, tout ça de façon bienveillante avec moi-même, hein. Mais je me dis, voilà, il y a de l'imprévu pour les médias, il y a de l'imprévu pour moi. Euh, je dirais que ouais, mon cap en collective, c'est vraiment l'ouverture et la protection, quoi. Je dirais vraiment la sécurité émotionnelle des médias, c'est quasiment un cap. C'est un cap majeur. Et donc, voilà, on dirait que je me prépare à voilà, beaucoup d'imprévus, que dès qu'il y a une ouverture, vraiment de laisser la place à ça, et puis vraiment vraiment de m'assurer que tout le monde est en sécurité. Merci Eric. Alors, une question anonyme, les tops sont-ils un outil en cas de volonté de manipulation du médier? Euh, Donc j'entends bien, je vais reformuler, qu'il y a un médier qui veut manipuler. C'est ce que je comprends aussi. D'accord. Bon, donc merci de mettre un commentaire. Voilà. Si on n'a Euh, pas compris. ouais. Ouais, bien sûr, oui, parce que, parce que quelque part, quand on sent une volonté de manipulation ou un rapport de force qui s'établit, on commence aussi à avoir un certain malaise. Et ça, c'est important de l'entendre. Est-ce que j'ai un malaise par rapport à ça? Et effectivement, je crois que on a vraiment établi au départ, on l'a dit aux entretiens individuels, on l'a dit, on a rappelé les piliers de la médiation euh, pique-nique, on va dire, au début, euh, au début de la séance plénière. Et si on sent effectivement, euh, ouais, il y a aussi un, voilà, je dirais que c'est un outil quand on s'est entraîné au top, dans le sens qu'il y a un ressenti. Enfin, quand même, moi, quand je vois apparaître une manipulation, ça je me sens, par exemple, je vais vraiment vous le faire vécu, je me sens moi-même atteint, quoi. C'est-à-dire que quelque part, si un médier essaye de manipuler la médiation euh, pour, disons, à son service et contre l'autre, moi-même, je me sens touché. Et là, du coup, je reviens à moi, j'essaye de pousser l'analyse au-delà du malaise euh, et voir peut-être de demander plus d'explications. Par exemple, quand on a une suspicion de manipulation ou de rapport de force, où vous voulez en venir? Voilà. Voilà. Qu'est-ce qui paraît pour vous venir derrière? Et après, de l'autre côté, comment est-ce que vous ressentez ce qui vient d'être dit? Et voilà, voilà, mais je ne laisse pas passer ça comme ça. Effectivement, c'est un point utile, on va dire, de l'intelligence émotionnelle. C'est un autre mot qui, a- qui, a- qui maintenant a été développé. Dirait, oui, il y a une intelligence émotionnelle pour le médiateur qui est très importante au-delà des techniques. Ouais, ça, donc, au-delà des techniques top et au-delà des techniques et phases de la médiation. Il y a vraiment ouais, une intelligence émotionnelle. Je crois que c'est très important d'en avoir conscience et de la cultiver, notamment pour contrer ce type voilà, de manipulation, notamment dans les situations où il y a suspicion, par exemple, de harcèlement moral. Et voilà, c'est-à-dire qu'il ne s'agirait pas que la médiation en remette une couche, quoi. Il faut être très clair.
Alors, sur un tout autre registre, on a une question sur que diriez-vous sur top et spiritualité? Euh, Avez-vous quelque chose à dire là-dessus? eh ben, je dirais, parce que je vais pas me défiler, euh, bah, que les tops sont voilà, avant tout pragmatiques et opérationnels. Et par exemple, dans le sujet où j'ai pu intervenir, y compris à la demande, par exemple, d'un diocèse, sur une situation de conflit dans, euh, euh, dans l'équipe d'accueil paroissial, du coup, les tops, voilà, les gens ont leur valeur de toute façon, qu'elles soient spirituelles ou autres, et que les tops comme la médiation, le médiateur, bon, il a ses valeurs à l'intérieur, mais il est au service du dialogue. Et donc, si les gens veulent exprimer leurs valeurs spirituelles, par exemple, voilà, je me rappelle dans cette EAP, les gens n'avaient pas une même vision de l'application de leurs valeurs spirituelles au fonctionnement, je sais, d'une activité de l'EAP ou voilà, c'était à l'époque, on va dire, d'un sujet, on va dire, difficile, du rapport de la SIAZ, etc. Écoute, donc on va, de toute façon, les médiés peuvent exprimer leurs valeurs spirituelles, en discuter en médiation, parce que, voilà, c'est en fonction de ces valeurs qu'ils vont avoir un débat, par exemple, sur leur activité d'équipe paroissiale, par exemple. Mais on va dire on va peut-être de nouveau surveiller, nous, nos biais par rapport aux valeurs de l'une ou l'autre partie. Voilà, on a aussi le droit d'être chrétien, on a le droit d'avoir une autre spiritualité et, et on observe voilà, comment nos valeurs et notre spiritualité pourraient influencer, par exemple, notre médiation et on voit dans quel sens ça va. Merci pour ça. Petit rappel, si vous avez encore des questions, n'hésitez pas, on a encore un peu de temps devant nous, à les poster dans l'onglet Q&R et pas dans le chat, ça nous aide beaucoup et plutôt qu'à lever la main, à les écrire voilà, dans l'onglet Q&R. Yann, est-ce que vous pourriez rappeler rapidement le sens de pique-nique? On a plusieurs questions à ce sujet. Alors, posture, impartialité, confidentialité, neutralité, indépendance et confiance. Voilà. Merci. On va dire que le médiateur se rappelle, voilà, moi je me rappelle ça. Bon, pour les médias, on rappelle plutôt unique, indépendance, neutralité, impartialité et confidentialité. Euh, voilà, il peut y en avoir d'autres, hein. Considérez-vous que les apartés sont une forme de top? Euh, alors, les apartés, c'est-à-dire les entretiens individuels? Parce que ça fait référence au ce qui n'est pas en plénière. Ouais. Et ben du coup, moi je dirais, la réponse est quasiment philosophique à cette question. En fait, les tops sont intégrés à la vie. On va dire dans la différence. Moi, j'intègre par exemple les tops dans les différentes stations, dans les différentes dimensions de ma vie. Je les utilise en médiation, mais quelque part, j'espère les intégrer dans ma vie familiale quand mes enfants se disputent entre eux. Voilà, ou quand je peux même moi-même être impliqué dans un conflit, et c'est toujours très marrant de dire, voilà le médiateur qui fait une médiation voilà, à la cour d'appel, et dans sa famille, il faut voir le bazar entre voilà, un enfant et, par exemple et son épouse, ou voilà, et c'est très, bon, il y a un peu d'humour et d'humilité derrière ça. Euh, voilà, donc je dirais, ouais, les tops, en fait, ça n'épargne pas de secteur. Ça peut être utilisé dans nos activités de loisirs, évidemment, de sport. Bon, le PSG, par exemple, ils ont deux préparateurs mentaux top
à plein temps pour l'équipe d'élite. Voilà. Donc, et je veux dire, et par exemple, la patrouille de France, bah, ils font venir, ils font des tops aussi, et ils font venir les épouses au débrief du matin pour aussi voir quel est l'état émotionnel voilà, des pilotes, savoir ce qui c'est mieux qu'ils ne volent pas ce jour-là parce qu'ils vont faire des vols à 15 centimètres les uns des autres, vous voyez. Donc je dirais, les tops, ils ont un intérêt ils sont vivants. Donc ouais, ils peuvent être dans les apartés, très clairement, ils s'appliquent aux apartés. Une double question sur le livre. Déjà, rappeler l'intitulé du vôtre, donc ça, je peux le montrer. Accompagner les soignants et les aidants avec les techniques d'optimisation du potentiel. Et une deuxième question, pourriez-vous conseiller un livre sur les tops? Peut-être en plus du vôtre, puisque ça, c'est évident. Alors, donc il y a une série de livres sur les tops qui sont publiés chez Duno. Donc la fondatrice de la méthode, le médecin-colonel Édith Perrault-Pierre, donc le premier ouvrage, c'est Comprendre et pratiquer les tops. Donc, bon, il y a un rappel des techniques aussi dans cet ouvrage. Euh, donc, c'est vraiment un livre qui a été actualisé récemment, en plus. Il y a un ouvrage collectif sur les tops, parce que les tops ont été particulièrement diffusés dans la police nationale. Il y a 100 formateurs top. Euh, il y a aussi voilà, Samantha de l'École nationale d'administration pénitentiaire qui est là et qui a fait un lien aussi top et médiation de conflits dans cette institution. Et cette institution a aussi déployé les tops pour les médiateurs. Vraiment, ça, c'est une expérience très intéressante voilà, dont on pourrait parler. Les pompiers aussi font pas mal de top. Et donc ça, on a regroupé les expériences, en tout cas de la police et des pompiers, dans un livre collectif qui a précédé cet ouvrage sur les tops santé. Donc où il y a un grand chapitre sur la médiation avec des données générales. Et donc, il y a aussi un ouvrage qui a été sorti avec Benoît Vray sur la gestion de crise. Voilà, on est avec des commentaires voilà, du RAID, notamment, qui aussi l'utilise. Voilà, Benoît Vray, Edith Perrault-Pierre et le RAID donc, ont participé à ce livre. Voilà, je crois. Donc, il y a plusieurs livres, un peu selon votre focus. Pour le moment, c'est plutôt le dernier qui parle le plus de la médiation, mais tout le livre de base, c'est vraiment comprendre et pratiquer les tops de Édith Perrault-Pierre, qui a été complètement mise à jour récemment et que vous trouvez, donc c'est Duno, l'éditeur santé, et que vous trouvez partout sur Amazon, à la Fnac, etc. Et il y en a un à venir. En août 2026, je vous annonce ça sur l'éducation thérapeutique et psychologique, voilà, qui sera coécrit par moi et par Edith Perrault-Pierre. Voilà, et bon, donc je trouverai le moyen de glisser encore la médiation en utilisant aussi les questions issues de nos échanges. Voilà, donc il y aura de nouveau un... Mais il y a plusieurs bouquins que vous trouvez facilement. Mais je Merci. dirais que la base, le socle, c'est comprendre et pratiquer les tops d'Édith Perrault-Pierre avec dans la version très récemment actualisée. Merci pour ces références. Alors, on a Sophie qui nous dit qu'elle fait une étude sur la médiation en pleine nature dans le but d'apaiser les tensions. Qu'en pensez-vous? Ouais, pourquoi pas? Euh, une médiation, oui, pourquoi pas? Je- Si c'est on va dire, dans le respect des souhaits des parties, si ça m'est pas arrivé, hein, mais si les parties souhaitent faire la médiation en pleine nature, moi je dirais pas non. Euh, j'ai pas d'obstacle à la médiation en pleine nature. Pour le moment, j'ai jamais eu ce bonheur. Moi, personnellement, j'aime beaucoup la nature, mais j'ai plutôt fait ça dans des salles, euh, salles réelles ou visio. Donc voilà, mais je pense que c'est vraiment au parti de le proposer. Mais je dirais quoi qu'il se passe, hein,
voilà, apaisement ou pas apaisement, finalement, la médiation, ça suit son cours, hein. On peut être en pleine nature et puis il peut y avoir quand même les tensions entre les parties qui montent. Donc moi, juste ce qui me vient comme ça, c'est qu'il ne faudrait pas que le médiateur se dise, c'est que c'est en pleine nature. C'est parce que c'est en pleine nature que ça va bien se passer. Parce que, voilà, par exemple, dans une médiation de conflit, bon, même si c'est en pleine nature, bon, clairement, il ne faut pas qu'il se jette des pierres et des branches à la tête, parce que là, c'est évidemment, ça arrête la médiation. Mais voilà, je dirais que la nature, ça peut être très bien. Peut-être que, disons, si les deux parties sont OK, pourquoi pas, ouais. Est-ce qu'on peut partager sa météo top avec les médias, c'est-à-dire partager avec eux comment on se sent, ou cela met-il en danger la position neutre du médiateur? Alors là, je vais vous faire ben, neutre, ça ne veut pas dire qu'on est un robot quand même. Il faut être clair, c'est qu'on n'est pas un robot sans émotion. Et je vais vous dire, les médias le savent. Quelque part, ce qu'il y a, c'est que ce qu'on va partager, on va dire, c'est quelque chose qui est fonctionnel pour le processus de médiation. Je dirais, par exemple, on sent la fameuse manipulation. Voilà. Qui se présente, un rapport de force, il y a une suspicion de harcèlement, voilà, c'est flou, etc. Là, on peut partager, ce qui est vrai, une certaine... Je suis un peu confus, pas au clair, etc. Est-ce que vous pouvez m'éclairer, par exemple? Voilà, on peut parler de sa confusion, mais on va pas tout étaler. Quelque part, on est quand même, on n'est pas neutre robot, mais on n'est pas non plus là pour s'étaler, même si on tombe dans une médiation qui nous stimule vachement et qu'on n'a pas eu la sagesse de le faire en comédiation. Je veux dire, faut être clair, si on va dans voilà, dans une médiation où on est à risque d'être pas mal stimulé, il faut mieux y aller à deux. Faut être vraiment clair. Quand même, on parle beaucoup de ça à l'IFOMEN. Euh, voilà. Donc, je dirais, voilà la réponse que je pourrais donner à cette question. Est-ce que vous pourriez reparler du dialogue interne qui est dans les tops? Alors, voilà, le dialogue interne. Alors, il y a beaucoup d'arguments neuroscientifiques, hein, on en parlera un peu la matinée du séminaire, du séminaire IFOMEN. Il y a beaucoup d'arguments. En fait, le fait d'articuler et de se parler à soi-même, en fait, c'est pas comme une pensée. Quelque part, les pensées, elles vont très vite, elles peuvent nous submerger. Le fait d'articuler, on est déjà dans une action avec une proprioception. Disons, on est conscient qu'on articule. Et donc, il y a aussi quelque chose d'un message avec retour au corps. Et en plus, du coup, on va entendre. Donc, en termes d'activation, on va dire cérébrale, on n'est pas que dans vous voyez, on n'est pas que dans une cognition, on est vraiment dans une activation multisensorielle, on pourrait dire. Et quelque part, le fait d'être en contact conscient multisensoriel est beaucoup plus proche d'une réalité que certaines pensées qui vont très vite et qui peuvent nous emmener dans les biais. Donc c'est ça aussi où c'est très intéressant le dialogue interne, c'est une forme aussi de retour au corps. Et alors, donc, question subsidiaire, comment est-ce qu'on peut se parler en articulant à haute voix durant la séance? Est-ce qu'on demande à faire une pause? Alors on peut faire ça, et puis du coup on peut aussi euh, exprimer quelque chose, comme on l'a un peu évoqué tout à l'heure, un ressenti, je me sens confus, voilà, il n'y a pas de jugement sur ce que vous dites, bien sûr, mais on peut aussi articuler de façon habile dans notre conduite de la médiation. C'est un peu, voilà, on a l'impression quand on dit neutre, on a l'impression qu'on est quasiment à distance de soi.
Mais en fait, c'est une illusion que dans une communication, les philosophes le savent bien, on est complètement impliqué. C'est-à-dire que c'est une illusion de croire que, voilà, comment dire, qu'on est complètement à distance et les médias le sentent bien. Donc je dirais, il y a des moments où on peut, voilà, si ça va dans le sens du cours de la médiation, on peut aussi, par cette expression authentique de notre besoin, que ça soit plus clair, etc., aussi faire une sorte de dialogue interne où on se parle en parlant aux autres. C'est aussi quelque chose qui peut se faire. Autrement, effectivement, on peut très bien profiter d'une pause pour se dire, bon, là, tu es vraiment en colère. Là, on va faire quelques respirations apaisantes. On va ramener une image apaisante. Et, et du coup, on s'encourage à pratiquer, même si c'est un peu le tourment. Ou notre co-médiateur, qu'on connaît bien, voilà, ça ça a pu nous arriver parfois avec Eric. On se soutient mutuellement et on va dire, ben, on a pu se passer la main aussi, on va dire, pour nous permettre. Alors, voilà, on pourrait, oui, on va dire, discrètement articuler un peu quelque chose avec sa bouche. Enfin, mais on va dire que c'est plutôt à la pause quand même. Une question, est-ce que ce dialogue interne n'est pas cette posture méta que le médiateur doit avoir sur son moi interne, se recentrer sur soi pour mieux se décentrer vers l'autre? La notion de congruence est importante en médiation. Je dirais, ouais, pour être opérationnel, là, parce qu'on va pas, là, en fait, c'est un langage assez cognitiviste. Et là, on est vraiment avec le corps, quoi. Ouais, c'est méta avec corps, quoi, avec du corps. Il faut quelque part que le corps soit engagé. Ouais, mais c'est ça l'idée. On est d'accord, ça va dans ce sens-là. En tout cas, ça sert cet objectif méta là de congruence, mais il y a quand même vraiment une conviction qui est très en phase avec les TCC, les neurosciences, etc., c'est que c'est important d'impliquer le corps d'une façon. Et le dialogue interne implique aussi le corps, pas par rapport à un méta qui serait uniquement cognitif. La congruence est d'autant plus grande que le corps est impliqué, même si c'est d'une façon très discrète. Enfin, Merci. C'est j'ai fin la discussion. j'ai vu passer des personnes qui lèvent la main. N'hésitez pas, si vous voulez qu'on puisse répondre à votre question, à la poster dans l'onglet Q et R qui est en bas de votre écran normalement. Une remarque de Samantha. Bonsoir Yann, tu évoques pratiquer la météo top avant, pendant et après la médiation. Peux-tu expliquer de quoi il s'agit sans spoiler pour le séminaire et surtout comment tu la pratiques discrètement pendant les entretiens? Alors, voilà pour Samantha, donc, qui connaît la médiation et les tops à l'École nationale d'administration pénitentiaire, me permet, Samantha, de te valoriser. C'est vraiment un beau boulot que vous faites à l'ENAP. Bah, je dirais, pendant la médiation, il y a les silences, qui sont un bon moment. On peut écouter aussi, tout en étant pleinement présent et faire sa météo. On va dire que l'écoute l'écoute des médias n'est pas incompatible avec l'écoute de la résonance en soi, notamment émotionnelle ou physique. Et puis vraiment, c'est vrai que dans les tops comme dans la médiation, on est très attentif. Effectivement, dans les tops, il y a toute une finesse sur la phase juste avant l'action. Alors là, c'est un moment très très riche. Bon, on se prépare en amont, mais juste avant, il y a des méthodes pour, par exemple, s'activer dans le sport quand on s'est entraîné. Euh, donc voilà, il y a la phase avant et la phase après. Alors, il y a, on va dire, ce qu'évoquait Stéphane, à un moment, on planifie une analyse de pratique. Voilà, il n'y a pas d'année où on n'a pas
de supervision ou d'analyse de pratique, il faut être clair, voire de semestre. Moi, je ne le conçois pas trop. Enfin, je ne le conçois pas. Et puis, en top, on est très attentif à la récupération. C'est-à-dire, on a engagé de l'énergie dans une action. Et du coup, c'est très important de voir ce qu'on prévoit après cette action pour récupérer et reprendre. Par exemple, voilà, c'est ce qu'on évoquait un peu. Voilà, reprendre l'activité suivante. Voilà, on va dire qu'entre ma consultation TCC intense de la journée, j'avais arrêté plus tôt, par exemple, j'avais planifié ça. Et puis j'ai fait une marche avec une balade sensorielle euh, avant de venir voilà, pour le webinar. Pour vraiment, c'est pas la même énergie, une consultation TCC, le webinar. Enfin, il y a, et du coup, pour faire un peu un sas, voilà, on dirait qu'il y a la notion de sas. Pareil, on sort de médiation. Bon, c'est confidentiel, il faut être clair, mais on va rentrer chez soi ou on va retrouver son activité professionnelle. C'est très important qu'il y ait un moment de transition, voire de récupération douce. Euh, dans les tops, on n'a pas peur de parler des siestes. Voilà, c'est ça. Il y a de l'art de la sieste. euh, voilà qu'on peut pratiquer même bon, la fameuse power nap, on va dire, est très intéressante. Donc nous, valorise beaucoup la sieste, hein. Donc on fait quand même gaffe en institution et en entreprise qu'on ne nous dise pas que c'est pour favoriser les feignants. Mais la récupération, ça peut être 3 respirations, mais ça peut être aussi une petite sieste, si on peut se l'offrir. Euh, et puis après, en top, il y a toute une hygiène de vie qui est très importante. Dès le premier niveau qu'on appelle formation initiale top pour soi de 3 jours, il y a 2 jours de transmission de méthodes et de pratiques, avec un mois de pause pour pouvoir s'entraîner, et puis de nouveau une journée. Et donc pendant cette ce qu'on appelle formation initiale top, FI top. Donc on évoque beaucoup les questions du sommeil, qui sont très importantes, voire les questions du décalage horaire. Bon, beaucoup de personnes ici, dont moi, par exemple, vont en congrès, font des déplacements, ne dorment pas toujours chez eux et on ne dort pas pareil. Donc l'alimentation aussi, dans les tops, on a un rapport assez global. On va dire que si bon, quand c'est le congrès d'Angers, voilà, à la soirée de gala, bon, on va peut-être boire un petit verre et le lendemain, ça va le faire de revenir si on n'est pas intervenant. Mais voilà, on va dire on est assez conscient, on va dire, de son hygiène de vie aussi. Et c'est très important dans les professions engagées. Il faut être clair que nos collègues policiers, pompiers et les militaires ne font pas non plus n'importe quoi en termes d'hygiène de vie. Autrement, bien sûr, on les encourage. Voilà, les tops, on va dire, c'est de la psychoéducation préventive. On est dans la prévention, il faut être clair. On n'est pas dans la thérapie. Et on peut utiliser les tops dans la phase de psychoéducation qu'on appelle en thérapie, mais c'est pas une thérapie. Donc on est vraiment dans la prévention. Et on est dans la prévention au fil de l'eau, au quotidien, au jour le jour. Et donc, clairement, il y a l'action et il y a la récupération. L'art d'agir, c'est aussi l'art de se reposer. Voilà, et de récupérer. Et il n'y a pas l'un sans l'autre. Pareil, on n'est pas des robots et on a une vie intense avec beaucoup de stimulation. On va dire qu'on est dans la prévention et là, on va les diffuser aussi dans le monde de la santé. Voilà, aussi dans mon institution, l'Assistance publique hôpitaux de Paris, on est aussi, comme à l'IFOMEN, préoccupé du bien-être des soignants. C'est le même titre, la conférence de mardi prochain, qui est ouverte, hein, qui va être accessible sur LinkedIn si vous voulez venir aussi. Mais vous voyez, c'est la même problématique, c'est que quelque part, et puis il y a le sport. Il faut être clair que dans la prévention, il y a le sport. Les tops viennent du sport et on encourage aussi à revenir au corps par le sport
ou des activités psychocorporelles. En fait, ça fait partie vraiment de, on va dire, de la philosophie pragmatique des TOP. Alors, je vois que plusieurs d'entre vous sont intéressés par le séminaire qu'on a évoqué. Je vous invite à suivre les emails de l'IFOMEN et bien sûr LinkedIn aussi, où vous sera communiqué la date ultérieurement et le détail du programme de Yann. Donc, il s'agit d'une journée qui sera donc consacré à l'exploration des tops. Mais Yann, vous voulez en dire un mot peut-être? Oui, 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 merci Chimène. Effectivement, c'est ça la dynamique de l'IFOMEN, c'est que c'est d'intégrer. Voilà, on était étudiant et puis on devient intervenant avec voilà, un peu plus de bouteilles. Voilà, je dirais que je remercie aussi Jean-Luc Truel, voilà, comme Stéphane, de m'avoir inspiré aussi dans le champ de la santé. Et, euh, et là, on va parler vraiment de neurosciences pragmatiques, de nouveau d'émotions, de top, mais aussi de pleine conscience, disons, active. On va un peu développer ce thème aussi des biais cognitifs. Dans la partie pratique de l'après-midi, ça sera structuré comme les enseignements habituels de l'IFOMEN, une partie plus échange et on va dire théorie euh, le matin et l'après-midi, des pratiques, voire des analyses de pratiques avec vos cas. Autrement, j'apporterai aussi des situations et on va vraiment pratiquer avec un focus émotion, conscience de l'état du médiateur, euh, à préparation à l'imprévu, avec une utilisation pragmatique d'outils top, justement en démonstration aussi. Comment on pourrait utiliser des outils top selon voilà, les besoins de la situation et les inspirations du médiateur. Donc, je vous ferai quelques transmissions d'outils, on va dire en ce qu'on appelle en vigilance active, c'est-à-dire que voilà, la relaxation est un autre art, mais en vigilance active, on peut aussi tenter des outils top enfin, de façon assez rapidement opérationnelle. Bon, bah écoutez, merci beaucoup. On arrive au terme de ce 115e café de la médiation. Un grand merci Yann pour ce partage et cette valse de médiation. Euh, Merci Chimène, merci à tous d'être là. voilà, et merci à tous pour votre écoute, vos questions et votre soutien. Et à très bientôt. À bientôt. Au revoir. Au revoir.